Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour notre deuxième épisode de notre série de vidéos. Mon nom est Janie Bédard-Guillemette. Je suis l'agente de communication et d'engagement à la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées. Dans notre premier épisode, nous avons accueilli l'honorable Lisa Raitt, ancienne ministre des Transports. Elle a parlé des événements vécus durant les premières semaines après l'accident ferroviaire tragique survenu à Lac-Mégantic en 2013. Une catastrophe qui a causé la mort de 47 personnes, la destruction du centre-ville, le déversement d'environ 6 millions de litres de pétrole brut et l'évacuation de 2000 personnes. Cet accident a entraîné près de 4 300 demandes d'indemnisation et a causé des dommages évalués à 1,5 milliard de dollars. Nous avons aussi parlé de la loi qu'elle a déposée au Parlement pour mieux prévenir de tels accidents et de mieux intervenir si elles surviennent. Les mesures de responsabilité ont été améliorées afin d'aider les Canadiens et Canadiennes en cas de grave accident de transport de pétrole brut par chemin de fer. Tout cela a mené à la création de la Caisse en 2016. Nous allons maintenant examiner la raison de ces changements et la manière dont ils ont été mis en place. Le directeur de la Caisse, Dan Stuta, va discuter avec 3 experts en transport ferroviaire. Notre premier expert est Luc Chamberlain de l'Office des transports du Canada. Monsieur Chamberlain est le directeur du groupe de la sécurité ferroviaire et maritime qui surveille le certificat d'aptitude des exploitants des chemins de fer fédéraux, y compris le niveau adéquat d'assurance responsabilité civile. Luc a aussi 20 ans d'expérience à Transport Canada, où il a occupé différents postes de direction et de gestion, y compris le directeur régional de la sécurité ferroviaire et du transport des marchandises dangereuses. Notre deuxième expert, Donald Roussel, est président et chef de la direction de Roussel Strategic Advisory Services. Monsieur Roussel est membre fondateur du Conseil international CMI et en 2014, il a été nommé sous-ministre adjoint associé à la Sûreté et la Sécurité à Transport Canada. En 2018, Donald a été nommé conseiller principal du sous-ministre adjoint à la Sûreté et la Sécurité relevant du sous-ministre de Transport Canada. Notre troisième expert est Andy Ash, directeur des marchandises dangereuses à l'Association des chemins de fer du Canada. Monsieur Ash est inspecteur de wagons autorisés et un spécialiste en wagons-système. Il travaille à l'Association des chemins de fer du Canada depuis plus de 20 ans. Il représente les intérêts des compagnies de chemin de fer dans le transport des marchandises dangereuses en Amérique du Nord. Andy a répondu à des milliers d'incidents impliquant des marchandises dangereuses. Il a aussi créé et donné de nombreux cours de formation sur divers aspects du transport des marchandises dangereuses dans l'industrie et aux premiers répondants. Commençons. Maintenant, je donne la parole à mon collègue Dan. Messieurs, bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer la conversation en vous demandant quelles ont été vos réactions immédiates au déraillement de Lac-Mégantic. Quand la nouvelle de l'accident a commencé à se répandre, quelles ont été vos pensées alors que l'incident continuait à se développer et quelles ont été quelques-unes des réactions au sein de votre organisation? Eh bien, je peux commencer et nos pensées sont allées vers les familles touchées par ce terrible événement. Et bien sûr, notre propre personnel du programme de la sécurité ferroviaire et de transport de matières dangereuses en particulier, cet accident a changé la vie de tant de personnes. Ceci étant dit, il a fallu déployer l'ensemble du commandement des incidents du gouvernement. Par exemple, les citoyens de Transport Canada, mais aussi le niveau fédéral, le programme fédéral d'intervention pour la gestion des situations d'urgence, le niveau du gouvernement du Canada. En particulier, nous déployons notre avion national de surveillance aérienne sur place et au-dessus de toute la zone, de Lac-Mégantic au fleuve Saint-Laurent, afin de soutenir toutes les organisations d'intervention, tant au niveau local qu'au niveau provincial et au niveau canadien, en ce qui concerne la connaissance de la situation et le partage de l'information. Merci. Luc? Merci, Dan. Vous savez, comme Donald, je veux dire, mes pensées étaient avec les familles qui ont été directement touchées par cet accident catastrophique et toute la ville de Lac-Mégantic, comme vous savez, dont leur centre-ville a été rasé et des wagons-citernes de pétrole ont brûlé pendant plusieurs jours. J'étais à Transport Canada à l'époque et cela a ébranlé notre organisation, évidemment,
comme un groupe de fonctionnaires qui se consacrent à la protection de la sécurité publique, de tels événements nous affectent inévitablement et profondément. À l'époque, nous voulions savoir comment cela avait pu se produire, étant donné qu'il y avait plusieurs couches de sécurité en place pour éviter de tels accidents. Absolument. Andy? Eh bien, en tant qu'intervenant d'urgence, nous, l'équipe de l'ACFC, avons été mobilisés presque immédiatement après l'accident. Nous sommes arrivés sur place environ 4 heures plus tard pour participer à l'intervention et pour travailler avec le service d'incendie local de Lac-Mégantic et la compagnie ferroviaire dans le cadre d'un système de commandement unifié, et nous avons continué notre travail sur place pendant 15 jours jusqu'à ce que les dernières marchandises dangereuses soient retirées des wagons-citernes. L'accident de Lac-Mégantic a entraîné des changements majeurs dans l'industrie ferroviaire au Canada. Dans vos domaines respectifs, quelles ont été les conséquences les plus importantes du déraillement? Bien, je crois que le filet de sécurité publique pour le transport des marchandises dangereuses par rail, et plus particulièrement le transport du pétrole brut, a été considérablement renforcé, notamment par la création de la Caisse, dont nous célébrons le 5e anniversaire maintenant, qui a ajouté une autre couche de protection supplémentaire en cas d'accident. L'Office des transports du Canada a délivré des certificats d'aptitude aux compagnies ferroviaires au Canada et nous avons mis en place un solide exercice annuel de contrôle de la conformité qui exige que les chemins de fer de marchandises mettent à jour leur niveau de dangerosité des marchandises transportées, y compris le pétrole brut et les risques d'inhalation toxique, et certifient le renouvellement de leur couverture d'assurance responsabilité conformément aux exigences de la loi sur les transports au Canada. Et bien sûr, je dirais que collectivement, en tant que régulateurs, opérateurs, associations industrielles, chargeurs et municipalités, nous devons rester vigilants pour identifier et atténuer les risques émergents et travailler constamment à l'amélioration de notre culture de la sécurité. Mais oui, je peux ajouter que nous devons certainement souligner le changement important apporté à de multiples lois et règlements, et en particulier la loi sur la sécurité ferroviaire, la loi sur le transport des marchandises dangereuses et la loi canadienne sur les transports. Ainsi, le règlement sur le certificat d'exploitation ferroviaire est certainement l'un des principaux changements pour l'industrie qui n'existait pas auparavant. Sans compter, bien sûr, l'adaptation de la Caisse et tous les autres niveaux de certification nécessaires maintenant pour pouvoir transporter ces marchandises dangereuses. Andy, pouvez-vous ajouter quelque chose? Il y a certainement eu plusieurs ordonnances d'urgence de Transport Canada qui sont entrées en vigueur très rapidement après l'accident, puis dans les mois qui ont suivi. Les chemins de fer ont aidé le Bureau de la sécurité des transports à mener son enquête. Et ensuite, Transport Canada a mis sur pied un groupe de travail sur les interventions d'urgence qui a éventuellement formulé 40 recommandations de modifications réglementaires et opérationnelles de l'exploitation ferroviaire, et aussi par l'intermédiaire du comité des wagons-citernes de la North American Association of American Railroads et de ses membres, nous avons élaboré et mis en œuvre un nouveau modèle de wagons-citernes pour les liquides inflammables, communément appelé DOT ou TC117, et un calendrier de mise en œuvre a ensuite été introduit par Transport Canada. Dans l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic, environ 6 millions de litres de pétrole brut se sont rapidement échappés des wagons-citernes qui ont déraillé, et nous savons que la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées a été créée en réponse à ce déraillement. Pour l'instant, la Caisse ne couvre que les dommages des accidents ferroviaires impliquant du pétrole brut. Alors Andy, pouvez-vous nous en dire plus sur les caractéristiques du pétrole brut et sur les préoccupations de sécurité à prendre en ligne de compte lors de son transport? Le pétrole brut est traditionnellement considéré comme une substance épaisse, noire et huileuse, alors qu'en réalité, il peut revêtir de nombreuses caractéristiques différentes depuis les champs pétrolifères jusqu'au transport et à la livraison à destination. Vous savez, le brut peut être de couleur sombre à bleuâtre clair, une substance visqueuse qui peut émettre des vapeurs inflammables. Le brut acide est une substance lourde, comme le pétrole de soude ou le diesel, et le brut léger non corrosif peut contenir du bitume, qui peut contenir des gaz de butane ou de propane, et peut également émettre des vapeurs toxiques comme le sulfure d'hydrogène H2S. Aussi, un diluant serait ajouté pour rendre le produit plus mince et plus facile à charger ou à décharger. Passons maintenant au certificat d'aptitude et d'assurance responsabilité dont nous venons de parler.
Avant de parler de transporter des marchandises dangereuses à l'intérieur du Canada, les compagnies ferroviaires doivent obtenir un certificat d'aptitude. Luc, pouvez-vous nous expliquer à quoi sert le certificat? Si une personne veut construire ou exploiter un chemin de fer de marchandises ou de passagers sous juridiction fédérale, elle doit demander un certificat d'aptitude à l'Office des transports du Canada. C'est une obligation. Avant de délivrer un certificat d'aptitude, nous devons être convaincus que les transporteurs ferroviaires de marchandises disposent de la couverture d'assurance responsabilité civile basée sur le volume requis. Il existe également des exigences en matière d'assurance qui doivent être respectées pour les services de transport ferroviaire de passagers et pour la construction de chemins de fer pétroliers. Vous avez donc mentionné l'assurance responsabilité civile. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie? Oui, de manière générale, selon l'article 92 de la Loi sur les transports au Canada, l'assurance responsabilité doit couvrir les dommages corporels ou la mort de tiers, les dommages matériels de tiers et les risques associés à la fuite, à la pollution ou à la contamination. Mais plus spécifiquement, les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées, essentiellement du pétrole brut à ce stade. La couverture est plus étendue et comprend les pertes, dommages, coûts et dépenses liés à l'accident pour toute personne, y compris la couronne ou une province. Elle comprend également la perte de valeur de non-usage relative à une ressource publique, par exemple l'eau potable. Andy, dans une minute, nous allons discuter de l'assurance nécessaire en fonction des volumes de marchandises dangereuses transportées. L'acronyme RIT a été utilisé. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie? Certainement, RIT veut dire risque d'inhalation toxique, qui est un avertissement relatif à la santé et à la sécurité industrielle, et c'est également une exigence de description réglementaire. Comme je l'ai déjà mentionné dans le cas du pétrole brut, cette description s'applique au pétrole brut lorsqu'il y a présence de sulfure d'hydrogène. Donc, Luc, vous avez mentionné que pour demander le certificat d'aptitude, les compagnies ferroviaires doivent être couvertes à tout moment par une assurance d'un certain montant. Pouvez-vous nous dire comment ce montant est déterminé? Oui, nous allons donc nous référer à l'annexe 4 de la Loi sur les transports au Canada, et je crois que nous pouvons montrer le tableau ici, qui est entré en vigueur en 2016 et comporte 4 niveaux de couverture minimale d'assurance responsabilité civile en fonction du type et du volume de marchandises dangereuses. Je vais donc commencer par le niveau le plus élevé, le niveau 4. Alors, si vous avez plus de 50 000 tonnes de produits toxiques à inhaler par an, ou plus de 1,5 million de tonnes de pétrole brut, vous devez souscrire une assurance responsabilité civile d'au moins 1 milliard de dollars par événement. Maintenant, si vous avez moins que cela, disons entre 4 000 tonnes de produits toxiques à inhaler et 50 000 tonnes, ou entre 100 000 tonnes de pétrole brut et 1,5 million de tonnes, alors votre couverture minimale d'assurance responsabilité civile est de 250 millions par événement. C'est le niveau 3. Au niveau 2, avec une assurance responsabilité civile de 100 millions de dollars par événement, ceci s'applique si vous avez moins de 4 000 tonnes de RIT, ou moins de 100 000 tonnes de pétrole brut, ou plus de 40 000 tonnes d'autres marchandises dangereuses. Au niveau 1, si vous avez moins que tous les autres niveaux. Et actuellement, il n'y a pas d'opérateur de voie ferrée au niveau 1 avec seulement 25 millions de dollars d'assurance responsabilité par événement. Et nous parlons ici de chemin de fer de marchandises. Le CN et le CP, pour votre information, transportent de très gros volumes de marchandises dangereuses et de pétrole brut, et ils sont à la couverture de responsabilité civile d'1 milliard de dollars par événement. OK, je voudrais donc souligner ce qui vient d'être dit ici, à savoir que les niveaux d'assurance sont basés sur les volumes de pétrole brut transportés annuellement et varient entre 100 millions et 1 milliard de dollars lorsque les marchandises désignées sont impliquées. Pensez-vous que cette couverture est suffisante? Oui, Dan. Et la raison pour laquelle je suis d'accord est que je pense qu'avec l'établissement et la disponibilité de la caisse de compensation, si la responsabilité est supérieure au minimum de l'annexe 4, c'est-à-dire selon que vous êtes à 100 millions, 50 millions ou 1 milliard, alors la caisse couvre cette responsabilité excédentaire. Donc sur cette prémisse, oui, je pense que le régime actuel est suffisant. Remontons dans le temps peu après l'accident de lac Mégantic. Transport Canada a écrit que la Montreal Main and Atlantic Railway, la compagnie impliquée dans le déraillement de lac Mégantic,
a mis en évidence les faiblesses du régime de responsabilité et d'indemnisation, notamment en ce qui concerne la couverture d'assurance. Donald, pouvez-vous nous dire quelles étaient ces faiblesses? Oui, certainement. Lorsque l'industrie a commencé à transporter du pétrole brut et des unités de train, donc un train complet au lieu d'un wagon ou d'une partie de wagon d'un convoi. Et dans le cas de Lac-Mégantic, je pense que c'était environ 70 wagons. Le modèle économique s'est beaucoup rapproché de ce dont les secteurs maritimes sont témoins depuis des décennies. Le secteur est donc impliqué depuis des décennies dans les grands volumes et les multiples facettes de la responsabilité, tant au niveau de la couverture nationale au Canada, avec la Caisse de responsabilité maritime, mais aussi avec le Fonds international. L'examen du modèle de responsabilité est donc devenu pertinent à la suite de l'incident de Mégantic. Et Luc a bien expliqué comment ce modèle a évolué, passant d'environ 25 millions de dollars pour la Société de Lac-Mégantic à maintenant à 1 milliard de dollars aujourd'hui. J'aimerais donc revenir à Luc. Et Luc, quelles mesures ont été modifiées à l'OTC à la suite de l'accident de Lac-Mégantic? Et pourriez-vous décrire cette transition? Merci Dan. Sur la base d'une consultation de l'industrie et du public, il était clair que nous devions ajuster notre approche de contrôle de la conformité avec l'industrie, ainsi que notre modèle pour déterminer le niveau de couverture d'assurance responsabilité civile. Comme l'illustre l'annexe 4 de la loi que j'ai expliqué un peu plus tôt et qui est entrée en vigueur en 2016, il existe 4 niveaux d'assurance responsabilité selon le volume de marchandises dangereuses et de pétrole brut. Nous avons également mis en place un cycle de vérification annuel en vertu duquel chaque compagnie ferroviaire doit confirmer qu'elle se conforme aux exigences de la loi, divulguer tout changement apporté aux opérations ou à l'assurance responsabilité, fournir les numéros de police d'assurance tels que renouvelés auprès de l'assureur et confirmer le niveau d'auto-assurance. Ils nous fournissent également une mise à jour du volume annuel de marchandises dangereuses transportées que nous vérifions par rapport aux 4 niveaux de l'annexe 4. L'industrie ferroviaire s'est bien adaptée à ce nouveau régime et notre contrôle annuel de la conformité se déroule sans problème, car ils connaissent bien nos attentes et nous agissons de manière proactive pour leur rappeler qu'ils doivent nous remettre leur rapport annuel, généralement environ 1 mois avant la date limite. Au début, l'industrie ferroviaire et le marché de l'assurance ont dû relever certains défis pour s'adapter au système à 4 niveaux de couverture de l'assurance responsabilité civile et à notre cycle annuel de surveillance. Ceci étant dit, ces défis ont été abordés dans le certificat d'assurance annuel et le certificat de conformité annuel soumis par les compagnies ferroviaires qui confirment que les exigences des lois sont respectées. Il y a un autre élément que j'aimerais ajouter, Dan, si vous me le permettez. Certainement. J'aimerais mentionner qu'en 2020, c'est par une décision ultérieure émise par l'Agence, tous les certificats d'aptitude des chemins de fer de marchandises ont été réémis afin de préciser le volume de marchandises prescrites que la compagnie ferroviaire est autorisée à transporter au cours d'une année civile telle que définie à l'annexe 4. Donc, ce que nous avons fait en 2020, c'est coder en dur dans le certificat d'aptitude le niveau auquel vous vous trouvez en termes de volume de pétrole brut ou de risque d'inhalation toxique ou d'autres marchandises dangereuses. Cela renforce notre régime de surveillance et si les compagnies ferroviaires veulent passer d'un niveau à l'autre, elles doivent se rendre à l'agence et demander une modification de leur certificat d'aptitude. Donald, si je peux revenir vers vous, comment ces changements affecteraient-ils les collectivités locales et le grand public en cas d'un nouvel accident majeur? Eh bien, merci Dan. L'examen du régime s'est rapidement concentré sur le régime existant de responsabilité maritime qui a fait ses preuves en disposant de fonds dédiés à un type d'incident particulier. Nous avons donc pu constater, grâce au travail de l'OTC, qu'il y a maintenant beaucoup plus de contrôle sur les volumes transportés sur une base annuelle. De même, le large éventail des types de demandes couvertes par la Caisse, pendant et après l'événement, a considérablement modifié l'accès rapide des fonds du domaine politique au processus administratif, améliorant ainsi considérablement la manière dont le régime répond aux communautés locales, au public et aussi à la juridiction municipale concernée. Andy, comment les compagnies ferroviaires se sont-elles adaptées aux changements qui en ont résulté?
Les compagnies ferroviaires ont respecté les normes d'assurance exigées par l'OTC et ont continué à maintenir un dialogue efficace avec tous les organismes de réglementation, y compris Transport Canada. Transport Canada a introduit diverses directives de protection pour l'industrie ferroviaire. Et je vais vous donner un exemple, celui de la DP36 qui exige que les compagnies ferroviaires divulguent les expéditions de marchandises dangereuses qui traversent les communautés du Canada. OK, donc pour transporter du pétrole brut, les compagnies ferroviaires qui comptent sur les wagons-citernes de classe 111 ou les wagons-citernes DOT 111 qui ont été impliqués dans le déraillement de lac Mégantic sont les wagons-citernes DOT 111 encore autorisés à transporter du pétrole brut. Non, plus maintenant. Les wagons-citernes 111 sont interdits pour le transport de liquides inflammables. Les liquides inflammables, y compris le pétrole brut, doivent désormais être transportés selon les spécifications du wagon-citerne DOT TC 117, ce qui est désormais imposé par la réglementation. Donc, un nouveau wagon-citerne, le TC 117. D'après ce que j'ai compris, il a été dévoilé en 2015. Quelles sont les principales différences entre le wagon-citerne 111 et le nouveau 117? Eh bien, les principales différences entre le wagon-citerne 111 et le wagon-citerne 117 sont, par exemple, que l'épaisseur de la paroi de la citerne est passée de 7/16e dans les wagons 111 à 9/16e de pouce. La coque de la cuve elle-même est recouverte d'une enveloppe et d'une protection thermique, et c'est conçu pour protéger la coque elle-même du réservoir de l'impact des flammes aux extrémités du wagon. Il y a un réservoir pleine hauteur et des boucliers de tête, et ceux-ci sont d'1 demi-pouce d'épaisseur. En haut, il y a une protection contre le renversement de la valve supérieure et en bas, à la valve de sortie inférieure, les poignées sont amovibles, donc elles ne fonctionneront pas accidentellement en cas d'accident. Y a-t-il d'autres exigences visant à améliorer la sécurité que vous souhaiteriez ajouter? Eh bien, l'une des recommandations de la consultation est que le groupe de travail sur les interventions d'urgence ajoute les liquides inflammables, y compris le pétrole brut, à la réglementation sur le TMD, partie 7 du règlement, sous les plans d'aide aux interventions d'urgence. Cette exigence réglementaire, qui a maintenant été acceptée et mise en œuvre, signifie que l'expéditeur de pétrole brut doit avoir un plan d'intervention approuvé pour traiter un incident impliquant ce produit dans toute juridiction au Canada où il sera transporté. Ceci a été conçu pour aider les premiers intervenants locaux. Donald, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, nous pouvons certainement ajouter que l'examen consacré à un moment spécifique des différentes lois et de leurs règlements, de sorte que ces clauses rendent obligatoire pour le gouvernement en place de les déclencher à intervalles réguliers. Donc, évitez l'obsolescence des différentes séries de protection que le nouveau régime offrait. C'est donc un plus dans toutes ces différentes lois qui ont été mises en place. J'aimerais discuter de la collecte de la nouvelle taxe, si vous le permettez. Donc, en 2016, la Caisse a été créée et a commencé à recevoir ce que nous appelons un prélèvement auprès des compagnies ferroviaires qui transportent du pétrole brut. Donald, pouvez-vous expliquer ce qu'est un prélèvement et pourquoi il a été introduit à l'époque? Oui, le prélèvement, dans sa forme la plus simple, est basé sur le principe de l'utilisateur-payeur. Elle est basée sur le volume d'un produit spécifique réalisé et va à un fonds spécifique à des fins spécifiques. Et bien sûr, dans notre cas, les dommages qui peuvent être causés par le transport de pétrole par rail. Le prélèvement protège-t-il donc les Canadiens contre les coûts des dommages en cas d'accident? Oui, c'est le cas. OK, nous avons donc lu que les premiers intervenants ont, pendant un certain temps, répondu à l'incendie et au déversement de lac Mégantic sans être payés en raison de problèmes d'indemnisation, et que les personnes qui ont subi des dommages et les familles des victimes ont reçu des messages contradictoires sur l'endroit où s'adresser pour être indemnisés. Nous avons également appris que le conseil municipal de lac Mégantic avait besoin d'argent rapidement pour décontaminer et reconstruire un centre-ville dévasté. Pensez-vous que la création de la Caisse soit le bon moyen de prévenir des problèmes similaires en cas de nouvel accident majeur? Il s'agit d'un régime qui a fait ses preuves depuis des décennies dans les secteurs maritimes. Il s'agit donc d'un atout supplémentaire dans la boîte à outils globale destinée à protéger et à indemniser le grand public et les particuliers en cas d'accident. Nous avons abordé les changements apportés à la loi sur les transports au Canada qui exige la transparence au sein de l'industrie ferroviaire pour adopter des méthodes plus sûres de transport des marchandises dangereuses, des exigences accrues en matière d'assurance en fonction du risque, la création de la Caisse, ainsi que de nouveaux mécanismes d'application et des sanctions punitives. Luc,
Y a-t-il d'autres éléments à prendre en ligne de compte? Je pense que le régime actuel est bon. Dan, il a été mis en œuvre avec différents niveaux de surveillance et de contrôle de la part des agences fédérales, comme nous l'avons expliqué aujourd'hui. Cela dit, nous devons rester conscients de la situation en ce qui concerne les mouvements ferroviaires de marchandises dangereuses et être vigilants quant au changement potentiel du risque à l'environnement qui pourrait nécessiter des ajustements de la part de l'industrie et de notre part. Ainsi, Donald, le ministre des Transports peut désigner d'autres marchandises dangereuses à couvrir par la caisse après un accident. Est-ce que d'autres produits ont été considérés? Eh bien, nous voyons certainement d'autres produits émerger à l'avenir, en raison des transitions énergétiques auxquelles nous serons confrontés dans notre objectif collectif de zéro net en 2050. Le régime législatif devrait donc être en mesure de répondre à ces nouveaux besoins de couverture et de protection. Avez-vous examiné les pratiques exemplaires d'autres juridictions? Nous avons définitivement examiné le régime des États-Unis et les régimes européens, principalement à la suite d'un gros accident aux États-Unis. Cependant, notre meilleur exemple se trouvait juste sous nos yeux, sous la forme du régime de responsabilité maritime. Il est donc devenu évident de simplement améliorer et ajuster le régime existant et de lui permettre de remplir ses missions de réponse aux compensations et à la responsabilité au Canada. En cas d'accident majeur, la Caisse pourrait compenser la perte de la valeur de non-usage liée à une ressource publique, ainsi que la perte des possibilités de chasse, de pêche et de cueillette par les Autochtones. Pouvez-vous donner des exemples de ce que cela signifie et de ce à quoi ces pertes pourraient ressembler? Ces éléments de perte de valeur de non-usage sont extrêmement importants, en particulier pour la communauté locale dont Luc a mentionné au début. L'eau potable. Nous avons également un habitat situé sur la côte ou sur la terre ferme. La perte de ces habitats, par exemple, peut avoir un impact important sur les chasseurs et les cueilleurs. Cela concerne certainement nos Premières Nations et les autres personnes qui pratiquent ces activités, que ce soit au niveau commercial ou dans le cadre d'un mode de vie traditionnel. De plus, la détérioration ou la destruction de sites spécifiques dans le secteur touristique, par exemple, peut avoir un impact important. Passons maintenant aux tendances du trafic ferroviaire et à leurs effets sur la sécurité ferroviaire au Canada. Les chiffres du brut par rail ont été volatiles ces dernières années, mais les expéditions ont atteint un record de 412 000 barils par jour en février 2020, par exemple. Andy, alors que le volume des expéditions augmente, cela pourrait-il également augmenter le risque de déraillement et d'accident? Eh bien, tout comme lorsque nous conduisons notre voiture au magasin, il y a toujours un risque d'accident. Lorsque nous changeons la voie d'évitement de l'expéditeur ou construisons des trains dans notre gare de triage, ou même déplaçons des trains complets sur notre voie principale, il y a toujours un risque d'accident. Notre travail en tant que cheminots engagés dans la sécurité est de réduire ce risque par la recherche, la technologie, l'éducation, la formation et la communication. Nous ne nous arrêtons jamais pour dire « mission accomplie ». Nous nous efforçons sans relâche d'assurer la sécurité de nos compagnies ferroviaires. En fait, 99,9% des expéditions de marchandises dangereuses arrivent à destination sans incident. Luc, y a-t-il d'autres tendances en matière de marchandises dangereuses que vous et votre organisation surveillez? Dan, dans le cadre du certificat annuel de conformité que doivent remplir toutes les compagnies ferroviaires sous réglementation fédérale, nous surveillons le volume des risques d'inhalation de substances toxiques, de pétrole brut et d'autres marchandises dangereuses. Ce sont les 3 catégories que nous surveillons systématiquement, et elles sont conformes à l'annexe 4 de la Loi sur les transports au Canada. Andy, quelles sont les autres améliorations mises en œuvre dans l'industrie ferroviaire pour renforcer la sécurité du transport des marchandises dangereuses? L'industrie ferroviaire doit veiller à l'entretien et au maintien de ses équipements. Nous nous assurons que l'intégrité de la structure de nos voies est toujours maintenue tout au long de l'année. Nous inspectons les performances et formons nos employés, nos contractants et nos expéditeurs afin de nous assurer que tous les facteurs humains sont pris en ligne de compte lorsqu'il s'agit de sécurité opérationnelle. Et comme je l'ai déjà mentionné, cette pratique se fait constamment. Alors, messieurs, merci beaucoup. Mais avant de terminer notre session, y a-t-il un dernier mot? Merci encore pour le plaisir, pour cette grande opportunité de remonter le temps. Nos pensées vont toujours aux familles et aux personnes qui ont été touchées par cet accident
très, très spécial. Très spécial. Et nous espérons que nos efforts continus porteront leurs fruits et nous rapprocher du point zéro d'accident. Eh bien, merci tout le monde, merci de votre participation et de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous apprécions vraiment votre contribution. Merci, merci. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation avec nos invités experts. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez nous rejoindre à info@ciafimd.gc.ca. Si vous aimeriez vous tenir au courant des nouvelles de la Caisse, de ses événements et des possibilités qu'elle offre, veuillez vous abonner à notre infolette en utilisant le lien ci-dessous. Si vous avez d'autres questions pour les organisations mentionnées dans cet épisode, nous vous invitons à utiliser leurs coordonnées générales ci-dessous. Rejoignez-nous lors du prochain épisode où tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Caisse vous sera partagé. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous au prochain épisode.